Et ben on a trouvé le premier film surcoté de l'année. Bon, rien d'honteux, mais on est quand même sur un gros film à Oscar. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à Malana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort elle-même? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Rista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, enfin, je suis très fatigué, comme tu le sais, puisque je suis rentré très tard. Enfin, très tard. Je suis rentré tard ou tôt, j'en sais rien, vu que c'était tellement tard que c'était tôt. Mais ouais, du coup, je suis un peu fatigué. J'ai dormi, j'ai fait une nuit, mais malheureusement pas assez. Voilà. mais du coup, dommage. On va se réveiller. Écoute, on va parler un petit peu. En plus, il y a sûrement un petit débat qui va se faire entre nous deux sur notre réception du film. Donc c'est assez, assez excitant quand même. Ça va me réveiller, je pense. Et j'ai mon petit thé, donc tout va bien, quoi. Ah bah voilà, c'est parfait ça pour se réveiller, le thé. Thé ou café ? Je sais pas si ça va être thé au café, ça j'ai jamais goûté, mais je sais pas si ça va être si efficace que ça. Mais bon, on verra pendant l'épisode. Et je vais en profiter pour dire à ceux qui nous écoutent de pas hésiter à liker ou à mettre les 5 étoiles sur notre podcast, parce que ça nous aide énormément pour notre podcast, pour nous faire connaître. Donc si vous aimez bien cet épisode, n'hésitez pas. Chloé Zhao Ista, c'est une réalisatrice qui était à la base chinoise, il me semble, et qu'elle a vécu en Chine pendant 15 ans, je crois, avant de partir faire ses études en Angleterre. Donc, et après, évidemment, d'aller dans le système hollywoodien. Et elle est connue pour le cinéma indépendant à l'époque, en tout cas dans ses premiers films. Parce qu'elle a fait plusieurs films. Elle a fait Les Chansons que mes frères m'ont apprises, qui est son premier long métrage, qui a suivi avec The Rider, puis Nomadland qui a reçu l'Oscar du meilleur film. Ensuite, elle est allée faire un petit tour chez Marvel, et là, elle revient ici avec ce film-là, avec Hamnet. Alors, Chloé Zhao, c'est quoi un peu son cinéma ? Ça vient un peu du western, ou plutôt de la déconstruction du western, pour le coup. Elle parle beaucoup des laissés pour compte et de ceux qui sont un peu mis de côté, en fait, par le cinéma, des personnes assez précaires, et qu'on voit pas vraiment. C'est une Amérique un peu rurale, quoi, qu'on voit rarement dans des fictions américaines, pour le coup. Et c'est des films assez doux, assez lents, très minimalistes. Il y a pas vraiment de trame narrative compliquée. Il y a même très peu de trame narrative, quoi. On suit. Il y a souvent un fil assez simple, un fil narratif assez simple à suivre, et des arcs assez simples de personnages. Mais c'est des films qui se veulent plutôt atmosphériques, plutôt contemplatifs, où on va suivre des personnages dans leur vie, dans leur quotidien, etc. Qui vont essayer peut-être de s'en sortir. Mais c'est rarement des scénarios très compliqués, du moins en tout cas dans sa première partie de carrière. Et c'est vraiment ce qui l'intéresse, c'est de filmer la nature aussi. Il y a un côté très contemplatif à son cinéma. Elle filme les paysages de l'Ouest américain de manière très très sublime. Voilà, ces films sont assez beaux en général. Il y a souvent cette volonté d'avoir ce tournage en décor naturel chez Chloé Zhao, avec des lumières naturelles, et ça se veut. Ça ressemble beaucoup, j'imagine dans l'esprit, à Terrence Malick. Je pense qu'elle a déjà cité dans ses références, et ça se sent un peu. Oui. Mais elle a aussi une approche très documentaire, en fait, dans l'approche caméra épaule, et aussi dans ses histoires qu'elle raconte, puisque elle fait souvent jouer des personnes qui vivent vraiment ce que les films racontent, quoi. C'est-à-dire que elle prend pas des acteurs, quoi. Parfois, genre, elle a fait un film qui s'appelle The Rider, qui est sur un jeune cow-boy qui est une espèce d'étoile montante du rodéo, mais qui va avoir un accident tragique, et tout le film, ça va être de savoir est-ce qu'il va pouvoir refaire du rodéo ou pas, parce que ça pose des problèmes avec sa santé, etc. Et en fait, la personne qu'elle prend pour jouer dans ce film, c'est un vrai cow-boy qui fait des rodéos, quoi. Et il prend aussi toute sa famille pour jouer dans le film, etc. Donc c'est pas vraiment des acteurs, donc c'est vraiment des vraies personnes, quoi. Donc c'est assez intéressant, même si ça pose quand même un peu question sur est-ce que tu prends des vraies personnes en situation de précarité pour un peu les filmer. Est-ce que ça donne pas un côté un peu misérabiliste? C'est toujours des questions qu'on se pose, pour le coup. Mais je trouve que dans ses premiers films, en tout cas, elle en fait pas trop, et je trouve qu'elle arrive vraiment à sublimer un petit peu ses personnages. Et moi, The Rider, par contre, c'est vraiment son film que je préfère d'elle. C'est vraiment un film que je trouve génial, qu'on fait jamais trop, et qui m'a vraiment beaucoup touché. Mais elle a connu la reconnaissance
grandement avec Nomadland. Pour le coup, Nomadland, qui est venu un petit peu de nulle part, pardon, avec Francis McDormand, qui que toi t'avais vu, hein, il me semble, à l'époque. Oui, mais je l'ai pas fini. J'ai vu la moitié, j'avoue. Je m'étais un peu ennuyé, j'avoue, devant, même s'il y avait des choses intéressantes. Mais peut-être que si je le remettrais maintenant, je le regarderais en entier, je pense. Parce que peut-être que je savais pas ce que c'était le cinéma de Chloé Zhao à cette époque, et j'ai peut-être pas compris. Mais je crois qu'il y a aussi un truc un peu entre réalité et fiction là-dedans, puisqu'il y a une actrice, mais je crois qu'elle va travailler chez Amazon à un moment, et je crois que c'est des vrais employés, ou il y a un truc comme ça, je crois. Quasiment tous les acteurs du film sont pas des acteurs, ce sont des personnes qui vivent des trucs. C'est juste Frances McDormand qui est l'actrice principale. Elle, par contre, c'est une vraie actrice, c'est une actrice de cinéma qui est très connue et qui est très bien dans le film d'ailleurs. Et elle est super, hein, pour le coup, elle est hyper bien jouée. Mais c'est vrai que là, Nomadland, je me suis pas énormément retrouvé parce que je trouve que le scénario du film, en tout cas ce que ça veut raconter, ça casse un peu le côté documentaire parce qu'on suit des genre une nomade, hein, pour le coup, qui avec plein d'autres nomades, voilà, qui ont un peu perdu leur emploi, etc., qui sont un peu dans des situations de précarité. Mais je trouve que le personnage de Francis McDormand, il est pas aussi original et pas si creusé que ça, je trouve. Et je trouve qu'au final, le film est assez classique, bizarrement. Je trouve qu'au final, on arrive sur un récit de deuil et d'émancipation qu'on a déjà vu. Enfin, tu sais, c'est comme si le film commençait un peu comme un film documentaire et puis que ça rejoignait un genre de scénario, une genre de trame qu'on avait déjà vu dans ce genre de cinéma indépendant, pour le coup. Et beaucoup de scènes qu'on a vues d'ailleurs dans le cinéma indépendant, je trouve, avec des dialogues un peu clichés, un peu explicatifs. Enfin voilà, moi je suis pas si fan de Nomadland, je trouve pas ça honteux du tout, mais voilà, je suis pas si fan, et je trouve qu'il y a le côté un peu musique qui appuie un peu le côté misérabiliste, etc. Bon, c'est pas du tout honteux, mais j'avoue que Oscar du meilleur film, parce que moi je l'ai découvert là, hein, parce que j'avais pas vu à l'époque, c'est à l'époque où je regardais plus les Oscars, etc., après le Covid là, mais j'ai rattrapé, et je trouve que bon, c'est pas son meilleur film pour le coup, quoi. D'accord, ok. Et ensuite, elle est partie faire un petit tour chez Marvel. Voilà, par contre, il y a une petite confusion. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'elle a eu l'Oscar, elle a pu aller chez Marvel, alors qu'elle a été recrutée chez Marvel bien avant d'avoir l'Oscar et tout. Mais en gros, voilà, elle a été recrutée. Surtout que c'est sorti l'année où elle a eu l'Oscar, donc oui. C'est ça. Mais bon, il y avait la confusion de beaucoup de gens. Et elle a été engagée comme pas mal de cinéastes ou de réalisateurs un peu de l'indépendant qui ont été recrutés dans des grosses machines hollywoodiennes. Ça s'est réglé plusieurs fois quand même dans les dernières années. Toi, t'aimes plutôt bien Eternals, il me semble. Alors moi, j'aime beaucoup Eternals. Je trouve que dans les dernières phases, là, c'est un de mes préférés. Vraiment, ouais, moi j'aimais bien ce que ça racontait. Visuellement aussi, il y a ce truc que tu disais sur les décors réels et tout, et elle a appliqué aussi dans ce film-là. Après, il y avait quand même le problème du cahier des charges à un certain moment. Voilà, ils ont un comic relief qui ne sert à rien. Comme une Nanjiani, ouais. Ouais. Bah non, mais c'est que Kumail Nanjiani, c'est déjà un comic relief, mais il y a le comic relief du comic relief. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a le caméraman de Kumail Nanjiani. Oui, c'est ça. Donc, du personnage de Kumail Nanjiani. Et qui disparaissent complètement du climax de fin. Enfin, et puis c'est plus là du tout à la fin, c'est trop bizarre. Mais je trouve que visuellement, c'était quand même assez chouette. Il y a des personnages quand même que... le personnage principal de Gemma Chan, moi j'aimais bien. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, que je trouve plutôt pertinent. Puis moi, ça m'avait impressionné, les Célestes dedans. Voilà, il y a des géants qui sont tellement géants qu'ils prennent tout l'écran. Et... Moi, au cinéma, c'est une image qui m'a vraiment marqué. Et donc, ouais, non, moi, c'était vraiment une réussite. Eternals. Après, je sais que la critique n'a pas aimé. Et au box-office, ça n'a pas été vraiment un succès. Donc, je sais pas si on va revoir Chloé Zhao dans le MCU après. C'est marrant parce que Nia DaCosta ou Chloé Zhao ou ces réalisatrices ou réalisateurs là, comme ça qui ont été recrutés chez Marvel, ils ont pas du tout un mauvais avis en fait de leur passage dans le MCU, quoi. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien dans quoi ils s'embarquaient quand ils faisaient le film, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient pas toi encore Edgar Wright, il avait eu un problème créatif parce qu'il voulait faire un film et Kevin Feige a dit non, bon voilà, mais eux ils savaient très bien dans quoi ils s'embarquaient en fait quand ils ont fait le film, et on va pas se mentir, ça sent dans le film que c'est pas complètement un film de Chloé Zhao, quoi. C'est aussi, elle est là pour faire le film du MCU qui est très MCUifié, quoi, qui est très codifié, et effectivement il y a quelques plans de Zhao, enfin il y a quand même des plans assez beaux, et même certaines scènes d'action qui sont pas trop mal, hein, je trouve, mais c'est vrai que le film a un peu le cul entre deux chaises, entre être un blockbuster hollywoodien et en même temps de vouloir faire être un peu dans les thématiques de Chloé Zhao, mais du coup tout s'annule un peu. Après c'est pas le pire Marvel, parce que c'est vrai qu'à l'époque il est sorti, c'était le seul Marvel, je crois, qui était Rotten sur Rotten Tomatoes, il se faisait jeter des tomates pourries tout. C'est loin d'être le pire Marvel, enfin de tout ce qu'ils avaient sorti, même à l'époque, hein, même avant les autres phases qui arrivent, il y a bien pire que Eternals dans le MCU, et même il y a quelque chose qui
trouve assez inédit. On retrouve une scène d'amour, par exemple, dans le MCU, ce qui n'était pas arrivé depuis Iron Man 1 ou 2, je sais plus, un truc comme ça. Enfin, c'est assez bon. Après, c'est une scène d'amour très normale, mais on voit pas ça dans le MCU. Ils ont complètement, il y a plus de ce genre de trucs, sexualité, tout ça, ça existe plus. Maintenant, le film, je me souviens, et ça, par contre, c'est là que ça a commencé depuis un moment, mais les blockbusters très longs comme ça, enfin, c'était un truc de fou. Je crois que c'est il fait 2h30, 2h40. Oui, c'est pas là de faire 3 heures. Ouais. C'est très très long quand même, et je me souviens quand même, il y avait un montage, des flashbacks assez confus, etc. Il y a beaucoup de persos qui sont pas tous au même level, malheureusement. Voilà, mais après, c'est loin d'être le pire film du MCU. C'était ça le problème du film aussi, c'est qu'il y avait 10 persos, 10 persos à introduire d'un coup, et donc forcément, tu peux pas faire un film de 2 heures. C'est ça. Bon, après, c'est vrai que c'est long après pour un premier film d'une équipe qu'on nous présente, quoi. Donc, ouais, je sais pas, ça c'est peut-être un peu, comment dire, pris les pieds dans le tapis sur cet aspect-là. Mais ouais, Chloé Zhao, ça se voit qu'elle a encore, parce je crois qu'elle a déjà dit qu'elle aimerait bien revenir dans l'MCU. Mais c'est comme j'ai dit, elle a pas dit que c'était une mauvaise expérience du tout. Non, pas du tout. Et puis là, par rapport à elle est au Golden Globes, elle a cité une réplique de WandaVision, donc je crois qu'elle aime bien Marvel, voilà. Ouais, bah écoute, on verra par la suite si ça reviendra. Bah après, est-ce que c'est vraiment un film d'auteur de Chloé Zhao? Je pense pas. Je pense pas du tout, mais voilà. Et du coup, on se retrouve ici, elle revient 3 ans après Eternals quand même, 3-4 ans après Eternals, pour faire Hamnet, qui est une production de Sam Mendes et aussi de Steven Spielberg. Voilà, quand même, en tant que producteur, c'est pas trop mal, pour le coup, avec un budget confortable de 30 millions. Et Stage, je te propose de passer au film Hamnet. On y va. C'est parti. Que vois-tu? Que vois-tu? Tu vivras. Angleterre, 1580, un professeur de latin fauché fait la connaissance d'Agnès. Fascinés l'un par l'autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d'avoir 3 enfants. Un drame se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille. Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Joe, Aline, Jacobi Jupp, je sais pas comment dire son nom, Jupp, j'en sais rien. Et Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de Hamnet? Écoute, j'ai bien aimé le film. Voilà, moi je crois que Chloé Zhao, j'aime bien son cinéma. Voilà, j'aime bien sa façon de filmer. Je trouvais les films magnifiques visuellement. Voilà, sur le côté, l'image. J'aime bien en fait qu'elle a ce côté, t'as dit un peu documentaire tout à l'heure. Effectivement, il y a de ça. Je trouve il y a un mélange entre documentaire ou avec caméra à l'épaule et en même temps du cinéma très, je sais pas, j'ai envie de dire ultra chiadé, vraiment avec des plans où t'as l'impression que c'est au millimètre près. Il faut que, voilà, le cadrage, il faut qu'il soit à cet endroit-là précis. Il faut que y ait un machin qui tombe au milieu, que ça fasse un plan parallèle, quoi. Enfin, je trouve que c'est vachement travaillé sur l'image et je trouvais ça super. Les acteurs sont excellents, hein, Paul Mescal et Jessie Buckley. Et bon, je comprends pourquoi Jessie Buckley, voilà, elle a gagné le Golden Globe. Il y a de fortes chances qu'elle gagne l'Oscar. Ouais, donc c'est une très bonne performance d'acteur et tout. Et ouais, le film est pas, je trouve, original dans son histoire. J'ai l'impression d'avoir déjà vu des histoires comme ça, avec un couple et les enfants qui meurent et voilà, ils subissent des choses horribles et tout. Et voilà, ça crée un conflit dans le couple et tout. Mais j'ai trouvé ça plutôt touchant. Moi, j'ai bien aimé la performance de celui dont tu as eu du mal à dire le nom, Jacobi Jupp, voilà, en Hamnet, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est pas là longtemps dans le film et qui en fait marque le film de façon assez forte, je trouve, et le récit. Et ouais, j'ai plutôt apprécié ça. Et ouais, moi, le film, il m'a touché, alors qu'au début du film, j'étais pas trop dedans. Et plus ça avançait, plus ça m'a plutôt pris. Et ouais, moi, j'étais plus dedans. J'ai plutôt apprécié ma séance. J'ai trouvé le film vraiment bon. Voilà. Et on a trouvé le premier film surcoté de l'année. Bon, rien d'honteux, mais on est quand même sur un gros film à Oscar, comme on en a déjà vu plein. C'est-à-dire, c'est quand même une adaptation d'un best-seller sur William Shakespeare, quand même, une figure quand même assez renommée. C'est un film d'époque, c'est une histoire très triste qui va quand même vous faire très pleurer, et avec une grosse performance à Oscar que nous délivre Jessie Buckley. Les acteurs sont très bons, voilà, Jessie Buckley, Paul Mescal, même les enfants, etc. Ça joue très très bien, et le film est très beau, très travaillé là-dessus. Il y a un côté un petit peu, un lyrisme qui se dégage un petit peu du film. Je trouve le film, c'est un film dans lequel je me sens vraiment bien, mais pour le coup, je trouve quand même que c'est un film
qui est très pathos, quoi, qui a vraiment envie de te faire pleurer et qui utilise en fait c'est vraiment une prise d'otage, quoi, ce film émotionnel comme on le dit, c'est-à-dire qu'on va utiliser la musique, les gros plans, les personnages qui pleurent. Alors le film est loin d'être honteux, mais pour le coup je trouve quand même un peu surcoté, et je trouve que les gens se sont fait un petit peu avoir par le côté émotionnel du film, pour voir que quand même il y a un problème un peu, je trouve, dans la structure du film, c'est-à-dire que j'ai l'impression de voir 2 films en un, et j'y reviendrai là-dessus tout de suite. Moi j'ai vraiment eu l'impression, Ista, je t'assure que en fait le film il est un peu scindé en 2. Je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux dire, c'est-à-dire que on retrouve une première partie, attardons-nous déjà sur la première partie peut-être, du film avant le drame, on va dire, avant toute cette partie-là. Okay. On va dire que moi l'ambiance m'a vraiment séduit. Voilà, pour le coup, je trouve qu'il y a un côté, une approche un peu mythique, c'est-à-dire qu'au début, on te parle un petit peu de sorcellerie, on te dit que Jessie Buckley, il y a même sur ce premier plan où elle est en dessous d'un arbre, etc., qui est assez beau. Et je trouve qu'on n'est pas... on rompt un peu avec le côté réalisme un peu pur qu'elle pouvait avoir à l'époque dans ses premiers films. Pour le coup, je trouve que là, on n'est pas dans un truc hyper réaliste non plus, quoi. Il y a un côté un peu... Ouais, un lyrisme qui se dégage du film, j'ai l'impression, un côté un peu envoûtant, quoi, un peu en fait, il y a un truc dans la manière qu'elle a de filmer la nature, un peu divine, poétique, quoi. On n'est pas juste dans une réalité documentaire non plus, et même dans l'histoire du film, je veux dire, il tombe amoureux très vite. Il y a même les accouchements, ils sont complètement surnaturels, quoi, les accouchements où la dame où Jessie Buckley pousse d'un coup, et il y a même pas de cordon ombilical. Enfin, il y a un truc un peu spécial, quoi, je trouve dans le film, mais vraiment l'atmosphère du film qui m'a vraiment séduit, quoi. C'est vraiment un film, et c'est, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment un film où je me sens bien, tu vois, je me sens bien d'être dedans, quoi, de regarder le film, parce qu'il y a un côté très immersif, en fait. Il y a un très bon travail du son dans la nature, il y a souvent des bruits de feuilles, de vent. Quand il marche dans la nature, elle laisse un petit peu sa caméra flotter, on entend un peu le bruit des vents, des branches, etc. Et moi je trouve que c'est hyper hypnotisant pour le coup, Istam. Ah oui, complètement, ouais, moi je suis d'accord. Moi ça m'a plutôt pris, j'avoue. Et moi je trouve aussi qu'il y a un truc qui marche bien, c'est moi je trouve la musique, elle est vraiment bien. Enfin, moi j'ai trouvé que la musique était vraiment super. Je sais que pendant le film, elle m'a plutôt marqué. Et après, c'est peut-être parce qu'elle est forte aussi, je sais pas, un peu comme les films de Nolan où ils la mettent très forte. Mais il y a tout ce truc un peu, mystique, je dirais. Moi, les accouchements, je les ai trouvés angoissants de fou. Je trouvais qu'on était presque dans l'horreur à certains moments. Et moi, je me suis dit pendant le film, putain, Chloé Zhao qui ferait un film d'horreur, ça pourrait être fou. Ouais. Ouais, vraiment. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait ce truc-là. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a tout un truc mystique, un peu sur la mort pendant le film, que je trouvais assez intéressant, parce qu'en fait, même si le film est quand même ultra réaliste, il y a des éléments un peu fantastiques, j'ai l'impression, dans le film, qui sont présents, mais pas de façon bourrine et un peu soumise à interprétation, quoi. Oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Même il y a un personnage. Bon, on spoil un peu nous dans nos critiques, et de toute façon, je pense pas que ça va gâcher le film. C'est un film qui parle du deuil. Enfin bref, pour moi, il y a pas vraiment de spoil dans ce genre de film. En plus, d'ailleurs, le synopsis spoil évidemment ce qui va se passer dans tous les cas. Enfin, oui, heureusement que je l'ai pas lu, parce que là, maintenant que tu viens de le dire, j'étais en mode putain, heureusement que je l'ai pas lu quand je l'ai vu. Mais ouais. Enfin bref, mais parce que ça arrive très tard aussi, donc pour le coup, mais c'est ce dont le film raconte, parle de deuil, mais pour le coup, il y a tout un truc au milieu du film, vers la fin du film, où un personnage prend la place d'un autre personnage dans la mort, ce qui est un truc qui est très mystique, quoi, qui est un truc qui est très fantastique, mais qui est vraiment sujet à interprétation. On sait pas vraiment si le personnage d'Amnette a vraiment pris la place de sa sœur dans la mort, ou tu sais, ils disent on a vu la mort, je vais prendre ta place, et tout. C'est très sujet à interprétation, et c'est effectivement, il y a un côté un peu mystique dans la chose. Et même le personnage d'Agnès est un personnage de sorcière, quoi, un peu. Elle fait des potions, elle fait des trucs, quelque chose qui a été appris par sa mère. Donc au début du film, il y a vraiment ce truc là où il y a une ambiance un petit peu mystique, et le film est d'ailleurs très beau, je l'ai pas dit, mais des très beaux tableaux. Il y a des scènes qui sont assez prenantes où elle pose sa caméra, des longs plans. Même si je reviendrai, je trouve qu'il y a un côté un petit peu trop insistant, je pense. Et là, tu parlais des scènes d'accouchement. Je pense qu'on en reviendra plus tard, mais je trouve qu'il y a un côté un peu insistant là-dessus qui m'a un peu dérangé dans la deuxième partie du film. Mais le personnage d'Agnès, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir pris ce personnage en tant que personnage principal. Je pense que ça vient déjà du roman à la base, mais de décentrer le biopic, en fait, de base classique sur la figure du grand génie, c'est-à-dire Shakespeare, etc. Le film est
pas sur lui pendant une grosse partie du film. En tout cas, c'est Agnès qui est vraiment le personnage principal. C'est vraiment Jessie Buckley pour le coup. Et là, on a décentré en gros le biopic classique pour aller vers une figure plus marginale, donc plus que c'est un peu plus des thématiques que connaît Chloé Zhao. Et le film fait pas des clins d'œil toutes les 5 secondes à l'œuvre de Shakespeare sur comment il a écrit Hamlet, etc. Tu sais, il y a beaucoup de biopics sur l'auteur ou le chanteur ou le truc qui est torturé, comment il va pouvoir créer et tout ça. Il y a un peu de ça, mais c'est vraiment pas le centre du film pour le coup. Et c'est vrai qu'elle évite un peu ce cliché-là, en tout cas du moins dans la première partie du film, sur tu sais, comment Shakespeare est devenu le génie qu'il est, etc. Au moins on nous a épargné ça pour le coup, et ça je trouve que c'est plutôt bien quoi. Maintenant j'aime plutôt bien le début, la relation entre les deux. C'est assez rapide et j'ai vu des gens qui disent ouais je comprends pas, enfin ils tombent amoureux très rapidement, mais je trouve qu'il y a un truc un peu sensoriel en fait dans le film, c'est-à-dire que dans le début il y a beaucoup de non-dits. C'est plus des sensations, c'est des gestes, c'est des regards, c'est une alchimie qui se crée entre les deux, qui moi je trouve fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que on va pas t'expliciter vraiment la relation, on va pas te développer ça, mais je sais pas, je la ressens, il y a une volonté juste de la faire ressentir. Alors oui, c'est rapide, etc., mais dans l'esprit du film, je trouve que ça marche très bien, moi, pour le coup. Ouais, moi je t'avoue que le tout début, je trouvais ça bizarre un peu. J'ai trouvé ça bizarre, parce que déjà, il arrive, il fait... Je peux toucher ton oiseau? Ouais, déjà, bizarre la phrase. Et puis après, il veut direct l'embrasser et tout. Je suis en mode, c'est un agresseur sexuel. Sur le coup, je trouvais ça bizarre, mais bon, après, je l'ai accepté plus tard, parce qu'après, voilà, ils se mettent en couple, machin, et puis bon, elle est consentante, hein, de toute façon. Donc voilà. Mais ouais, le tout début, il était bizarre quand même, je trouvais. Non, mais oui, je sais, mais c'est pour ça que je pense que c'est pas dans un réalisme pur ou quoi, mais je trouve qu'il y a un truc un peu de sensoriel entre les deux, tu vois, où c'est vraiment des personnages qui se touchent un peu, qui se cherchent, qui se tournent autour. Enfin, tu vois, ils parlent pas beaucoup, etc., mais tu ressens quand même un amour naissant. Moi, j'ai trouvé sûrement grâce à l'alchimie des deux, mais je trouve que ça marchait bien, quoi, en tout cas. Oui, ça marche bien entre les deux, et c'est vrai que c'est bien que le focus se soit sur Agnès plutôt que sur Shakespeare. Et en plus, comme il part beaucoup pendant le film à Londres, je crois, oui c'est à Londres, en fait il y a beaucoup de moments où elle est toute seule et il est pas là. Donc en fait oui, on est clairement plus sur Agnès que sur William Shakespeare, et donc ça fait pas biopic de Shakespeare, je trouve. Voilà. C'est ça. Mais après pour le coup, bon, je trouve quand même qu'il y a deux films en un, c'est-à-dire que ça commence avec un film un peu de sorcellerie, comme je l'ai dit, et il y a même tout un truc avec son faucon qu'elle a au début, etc. Mais il y a plein de trucs qui sont un peu abandonnés par la suite, en tout cas qui donnent pas vraiment suite. Tous ces trucs-là, la sorcellerie, son rapport à la nature, le faucon, tout ça, même Hamlet, même, Shakespeare, William Shakespeare, enfin, on dit William pendant les 3 quarts du film pour le coup, qui a un rapport avec son père qui est compliqué, etc., qui est présent au début, et au final je me dis mais en fait en fait plus le film avance, plus ça je me demande pourquoi c'est vraiment là, tu vois, pour le coup. Donc j'ai beaucoup de questions sur en fait j'ai l'impression de voir 2 films en un qui se répondent pas forcément et qui sont pas forcément complémentaires, quoi. C'est-à-dire que le film il attend bien 2 bons tiers avant d'aborder le sujet principal de son film, c'est-à-dire le deuil, quoi. C'est-à-dire le deuil et la reconstruction par l'art, et la reconstruction d'Agnès aussi de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire que un élément déclencheur comme ça arrive très tard, quoi. Et j'ai l'impression que le film commence tardivement, ou peut-être que le premier film de base est abandonné pour un autre film à la suite, et ouais, la thématique du deuil arrive un peu tard selon moi, quoi. Je sais pas comment tu l'as ressenti. Moi je l'ai pas du tout ressenti comme ça. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu 2 films dans un film, je t'avoue. Après c'est vrai que ça arrive tard, parce que c'est peut-être, si on dit que le film est en 3 actes, c'est la fin du 2e, quoi. Donc oui, ça arrive tard, le fait qu'ils ont des enfants, tout ça. Mais en fait pendant pas mal je t'avoue que pendant pas mal du film, je me suis demandé mais qu'est-ce qu'il raconte ce film en fait. Parce qu'en fait j'ai plus l'impression que c'était la vie d'Agnès, et puis elle se baladait, puis elle faisait des trucs, voilà, elle a couché, elle faisait des gosses, ouais, et c'est vrai que c'est que le film est peut-être un peu long pour ce qu'il va raconter, ouais. Bah, c'est ça, parce que je me dis, putain, il y a quand même un gros focus au début sur, avant qu'ils aient des enfants, sur eux deux, etc. Puis après, ils ont des enfants, mais il n'y a pas de deuil. Enfin, tu sais, c'est genre leur vie, etc. Puis lui qui s'absente. Et puis après, boum, il y a le deuil. Et puis là, ça part sur, évidemment, après la représentation à la fin, le deuil et tout. Mais je me pose un peu la question de me dire, mais tout ce qui était raconté au début, à la fin, ça se retrouve pas trop, etc. Donc, un peu bizarre. Mais après, je pense qu'il y a des gens qui vont dire que le début est nécessaire pour atteindre une émotion à la fin. Mais il y a tellement d'éléments qui n'ont pas de suite, en fait, dans le début du film, que je me pose un peu la question, quoi, pour
Sur le faucon, je suis pas d'accord. Sur le faucon, je suis pas d'accord. Mais sur le père, oui, effectivement, parce que je pensais que le père, il allait genre frapper Hamnet ou un truc comme ça. Donc leur fils, à un moment, il allait avoir un truc, mais en fait, il y a rien eu du tout. Parce qu'à un moment, il dit ton père, tout. Enfin, il dit je veux pas mon père, je veux pas qu'il te tape, ou je sais pas. Il dit un truc comme ça à son fils. Ça, ouais. Mais par exemple, sur le faucon, il y a un moment, il meurt, le faucon, ils font quand même l'espèce de rituel là où ils soufflent pour le faucon dans les airs, et puis après il y a le Hamnet, voilà, quand il est décédé, il y a un truc un peu fantastique. Il y a du symbolique, voilà, bien tout, sûr, il y a la symbolique. Il y a tout un truc avec le faucon quand même. Oui, non, bien sûr, il y a de la symbolique, c'est vrai, mais je parlais plutôt de quand je disais faucon, c'était vraiment c'est une représentation des choses qui ont été pour moi un peu abandonnées dans le film, c'est-à-dire le côté sorcellerie, quoi, en fait, de la nature et tout, qu'on retrouve pas du tout dans la toute dernière partie du film, où je me dis bon, ok, il reste peut-être la symbolique, mais bon, en tout cas, ça m'a peut-être parce un peu qu'après, il faut échappé. couper avec la scène de théâtre de Hamlet, quoi. Enfin, de la pièce de théâtre, quoi, je pense. Ouais, mais je vois rien de ce qui était au début qui revient. Bon, après, peut-être ils ont juste voulu abandonner et partir autre chose, mais ça me surprend un peu. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir deux films en un, ou un truc, je sais pas, peut-être qui devrait être retravaillé au scénario. Je sais pas, j'ai un petit problème avec ça. Mais Agnès, pour le coup, qui est la protagoniste, tu connais de son point de vue, c'est-à-dire qu'elle va aborder le deuil. En fait, c'est elle qui porte toute la charge mentale, en fait, pour le coup, parce que l'autre, il est très souvent absent, et elle est là très souvent avec ses enfants, etc. Donc elle vit le deuil de plein fouet, et puis elle est là quand son enfant meurt, et quand ses enfants naissent, quand ils meurent. Enfin, l'autre, il est pas vraiment là, quoi. Et il y a une vraie opposition, en fait, dans la manière dont ils font leur deuil tous les deux, William et Agnès, quoi. C'est-à-dire dans leur jeu aussi, hein. Jessie Buckley, elle a un côté très émotif, très expressif dans les sentiments, dans la perte, etc., dans les pleurs. Alors que lui, William, il y a Paul Mescal, on lui demande un jeu un peu plus en retrait, qui est très cohérent avec son personnage, hein, et qui a du mal à s'exprimer. Hein. Son personnage, il est un petit peu comme ça. Bien sûr. Jessie Buckley, toi, tu t'avais dit qu'elle mérite son Golden Globe. Tu penses qu'elle va avoir l'Oscar, c'est sûr. Pour toi, c'est mérité? Après, oui, complètement. Mais après, c'est vrai qu'elle a le rôle qui lui permet aussi, parce que je me suis dit, dans le film, elle passe par toutes les émotions, que forcément, elle peut tout jouer, quoi. Donc, le script fait en sorte que, oui, elle puisse tout jouer, et donc livrer une performance vraiment bonne. Mais après, moi, je la trouve bonne dans tous les registres, quoi. Donc, oui. Oh, mais elle est très très bien. Moi, je pense qu'elle est très très bien dans le rôle, mais c'est juste que ce qu'on lui demande à jouer, c'est quand même très rôle à Oscar, je trouve. C'est-à-dire, on va passer par toutes les émotions, des émotions très fortes, des pleurs, elle se baffe dessus à un moment. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout le côté, tu vas l'avoir ton Oscar, quoi. Vas-y, pousse jusqu'au bout, quoi. Et il y a ce côté très performatif, quoi, dans ce genre de rôle. Qui peut tenir. Ça me dérange pas, mais je suis d'accord. Mais elle le joue très bien, ce qu'on lui demande à faire. Mais je trouve que, j'y reviendrai après sur le côté pathos, mais que ça participe un peu à ce truc de pousser un petit peu le film dans le côté tu vas chialer, quoi, pour le coup. Mais pour revenir à William, quand même, pour Paul Mescal, moi je trouve que c'est intéressant l'opposition des deux, parce que il est pas du tout dans la même optique que Agnès, quoi. C'est-à-dire que lui, il fuit, quoi, totalement, il s'absente tout le temps, et en fait, il n'arrive pas à communiquer. En fait, c'est un mec qui a du mal à parler. En fait, c'est marrant parce qu'il écrit des histoires et tout. C'est William Shakespeare et tout, mais il n'arrive pas à communiquer, il n'arrive pas à parler. Il y a plein de moments au début, d'ailleurs, où il n'arrive pas à communiquer vraiment avec Agnès. D'ailleurs, quand il lui fait sa demande en mariage, il lui prend sa main, il tourne tout autour d'elle. On dirait un gamin qui sait pas comment parler. Enfin, il y a des moments comme ça. Oui. Et le moment, en fait, où il arrive vraiment à la charmer, c'est le moment où il lui raconte une histoire, parce que il y a que comme ça que lui peut se faire comprendre, William Shakespeare, dans le film, c'est-à-dire que il n'arrive pas à communiquer, mais il arrive à communiquer quelque chose à travers les histoires qu'il raconte, et c'est comme ça qu'il charme Agnès au début, en lui racontant cette histoire assez connue des dieux grecs. Enfin, j'ai oublié le nom de la personne de laquelle il raconte l'histoire, mais en gros c'est une histoire sur la mythologie grecque, et ça fonctionne. C'est-à-dire que Agnès est plutôt charmée par sa manière de raconter les histoires, et c'est tout ce qui va se passer avec lui. C'est-à-dire à la fin, la représentation, c'est lui, comment il vit le deuil, etc. C'est comme ça qu'il va faire comprendre à Agnès comment lui il a vécu son deuil, etc. Et voilà, quoi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Les enfants jouent plutôt bien, voilà, même s'ils sont pas tous à la même enseigne. Il y a des enfants qui sont là en mode c'est pas le centre du tout genre il y a une grande fille, elle est là juste pour être là, quoi. Oui, le premier bébé, oui, c'est vrai que je sais plus comment, Suzanne, c'est ça, elle est présente, mais pas trop, quoi. Mais toi tu les as trouvés très bien, les enfants là, les Jacoupi Jup. C'est surtout Jacoupi Jup, hein, qui m'a touché, en fait. Après les autres, comme t'as dit, on les voit pas beaucoup, on les développe pas beaucoup non plus, parce que lui il est touchant, parce que voilà, quand son père il part,
voilà, il pleure dans les bras de sa mère et tout. Enfin, tu vois, enfin, en fait, on le développe un peu plus, mais c'est aussi parce qu'on va le tuer après. On va mourir après. Mais je trouve aussi le fait qu'il dit à la mort de lui prendre et tout, alors qu'il est dans le lit avec sa sœur qui est malade et tout. Ouais, non, moi je trouvais qu'il y avait un truc vachement fort à ce moment-là dans le film avec ce personnage. Très bien. Ouais. Il joue très bien pour le coup, quoi. Mais les enfants d'ailleurs de base jouent très bien, mais c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que je commence à me poser les questions, et effectivement comme toi, hein, comme tu m'as dit, mais en fait qu'est-ce que le film raconte, quoi, parce qu'il y a cette histoire avec toute cette famille, etc. Et c'est vrai qu'il y a des liens entre certains enfants, certains parents ou certains enfants entre eux. C'est pas très développé, c'est pas très poussé, mais du coup ils font des choix. Enfin, je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre dans l'écriture du film. Encore une fois, je trouve c'est assez spécial. Et puis on arrive dans la dernière partie du film, j'imagine, dans la mort, etc. Où là, moi, j'ai un vrai problème avec le film, et là, ça m'a pas pris du tout. C'est-à-dire que le film est moins dans la pure contemplation qu'étaient les autres films, enfin, beaucoup des films de Chloé Zhao, pour le coup. Là, il y a vraiment un aspect lyrique, en fait. On va à fond dans les grands sentiments, pour le coup, là, dans les grandes pleurs, dans les grandes larmes. Et moi, j'ai un gros problème du film, je le trouve trop mélo, je le trouve trop pathos, quoi. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est vraiment une prise d'otage émotionnelle et chez certains, ça passe, parce que ça, c'est un truc très de ressenti, même si j'aurais des arguments vis-à-vis du ressenti que j'ai eu, hein, évidemment. Mais c'est vrai que il y a des films où ils essaient tellement de pousser le côté tu vas pleurer que chez certains ça passe et chez certains ça passe pas du tout, quoi. Mais pour le coup, je nuance ce que je veux dire, parce qu'il y a des films, je pense, qui sont très pathos, qui peuvent me faire me prendre, voilà, et qui me peuvent me faire pleurer. Par exemple, Interstellar, je pense qu'il y a de la grosse musique, il y a des gens qui pleurent aussi, et ça me prend quand même, quoi. Ça arrive à me prendre pour le coup, quoi. Mais là, pour le coup, c'est pas passé, quoi. Surtout, enfin, la deuxième partie du film, la deuxième moitié, je trouve que le film est intense tout le temps, quoi. Mais tout le temps, quoi. C'est-à-dire que le perso qui chiale avec les violons derrière pendant très longtemps, pendant les scènes avec des gros plans sur les visages en pleurs, sur Jessie Buckley qui crie, qui bave, qui pleure et tout. Je suis un peu en mode quand même, enfin moi ça m'a sorti du film, j'ai dit là tu forces, quoi. Là tu forces un peu sur moi, et moi ça peut pas passer, ouais, pour le coup, moi ces trucs là. Après, c'est l'adaptation d'un bouquin, donc je veux dire, si le bouquin il est comme ça, elle peut pas trop faire autrement non plus, quoi. Enfin, s'il y a des morts tout le temps. Je suis pas d'accord là, parce que là c'est vraiment une question de mise en scène, là, pour le coup. C'est pas une question de scénario, parce que là il y a des effets, il y a des morts qui se passent ou quoi, mais c'est la manière dont tu les montres. Et la manière dont tu montres Jessie Buckley en train de pleurer, donc où tu mets les violons, tout ça, c'est pas dans l'écriture du bouquin, c'est toi comment tu montres les choses. Et la manière dont elle montre, je trouve que c'est beaucoup trop pathos. Enfin, elle en fait beaucoup trop. Tu vois, tu peux montrer quelqu'un en train de mourir. Tu peux montrer quelqu'un en train de mourir, mais de manière très froide, très clinique, ou tu peux, à l'inverse, vouloir appuyer le truc. Tu mets la musique, tu mets les pleurs, tu mets le truc. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est une question aussi de dosage pour moi. Et quand le film en fait trop, moi ça peut aussi me sortir du film et me dire bon, là t'essaies tellement de me faire pleurer que ça me coupe au contraire du film, quoi. Ouais, je sais pas, j'ai pas ressenti ça. Écoute, voilà, moi j'ai pas trouvé que c'était trop, je trouvais que c'était un bon équilibre, moi. Pour moi, ça a plutôt fonctionné en tout cas. Donc ouais, moi j'ai pas ressenti. Il y a des gens en pleurs, hein. Moi quand je suis sorti de ma salle, il y a des gens qui étaient vraiment bouleversé. Normal, ils ont un cœur, quoi. Pas comme toi. Oui, moi j'étais pour qu'il meure, cet enfant. Non, mais pour le coup, moi c'est vraiment, plus le film avançait, plus j'étais hors du film. Enfin, vraiment la représentation, par exemple, à la fin de William Shakespeare qui fait Hamlet. Donc là, c'est la représentation d'Hamlet devant le public, etc. Où déjà j'ai deux gros problèmes. J'ai un problème de verbalisation, c'est-à-dire que là je vantais la première partie du film sur le côté un peu non dit, sur le côté sensoriel, etc. Et là, j'ai l'impression qu'elle a pas confiance du tout en ce qu'elle fait. C'est-à-dire que là, la représentation d'Hamlet, c'est censé, avec tout le film qu'on a vu avant, surtout la mort de son fils, etc., on est censé comprendre que cette pièce, évidemment, fait écho au deuil de Agnès, mais aussi de Shakespeare vis-à-vis de leur enfant, etc., que nous, on a vu. Et en fait, t'as constamment, en tout cas pendant la première partie de la pièce, Agnès qui fait des commentaires en verbalisant, en fait, ce qu'on comprend de la pièce, sur le sens qu'elle a dans sa vie. Oui, mais c'est mon fils, ça, qu'est-ce que tu fais? Et c'est absolument, moi j'ai trouvé ça un peu insupportable. Je dis mais ça me sort totalement. Je dis mais là j'ai l'impression que Chloé Zhao elle a pas confiance du tout en ce qu'elle a, et là je suis en mode non, fais confiance au spectateur, tu nous as fait vivre ce que tu as eu avant, on comprend très bien que la pièce c'est la représentation de leur deuil, etc. Tu vois, elle est là constamment à dire mais en fait William a pris la place de notre fils dans la mort, etc. Tu fais mais t'as pas besoin de faire ça, je le vois, tu vois. Même quoi, elle dit retourne-toi et tout, mais tu fais le parallèle avec la toute première histoire qu'il lui a racontée au tout début du film. Exactement. Aussi, mais tu sais, elle est pas obligée de lui dire retourne-toi, en fait. Ça a tellement plus d'impact quand tu vois juste le truc visuellement, parce que t'as déjà tout eu avant, et là tu fais
non, ne dis pas ça sert à rien, on a déjà tout compris, quoi. Mais après, pour le coup, c'est vraiment le côté, le côté appuyé. Et la fin, par exemple, tu vois, quand je dis côté trop explicatif, où on nous remet le jeune acteur, du coup, Jacopi Dupe, qui est là et qui tu sais, qui est comme une apparition et tout. Je fais là, t'en fais trop. Je dis, t'en fais trop, encore une fois. J'avais capté, et je trouve que là, c'est un peu pour faire pleurer un petit peu dans les chaumières. Et là, encore une fois, ça m'a sorti, mais. Oui, mais ça va aussi avec le film qui se veut un peu mystique, et voilà, on voit un peu je sais pas, enfin, moi, je vois ça. Moi, je vois ce que tu veux dire, mais moi, j'ai surtout vu j'ai trouvé ça un peu grossier, tu vois, de leur amener carrément l'acteur, qu'elle le voit, etc. Et je suis en mode, là, je sens un peu une volonté de pathos, en fait, hein, tout simplement, quoi, de faire pleurer. Et là, par contre, t'as dit un truc où je suis pas trop d'accord tout à l'heure, c'est l'utilisation de la musique. Et je peux comprendre au début. Non, mais c'est pas l'utilisation, c'est que moi, je trouve que la musique est bien. C'est ça tu sais quoi, pour le coup, je la trouve pas mal, surtout au début. Et là, tu disais, mais il y a un côté un peu mystique, effectivement, au début du film, et je trouve que la musique accompagne bien certains moments, etc. Mais alors, à la deuxième partie du film, c'est vraiment, elle est dans l'émotion pure, quoi. Et elle est vraiment omniprésente et dans la pièce. Mais je trouvais ça, j'ai trouvé ça insupportable. C'est-à-dire qu'à la fin, mais la musique, et en plus, il y en a qui l'ont remarqué, et moi, je l'avais remarqué parce que je me suis dit, mais je connais cette musique. À la fin, la toute fin du film, il y a une musique qui se lance. Je me dis, mais j'ai déjà entendu cette musique. Mais peut-être, je me dis, c'est dans ma tête, ça ressemble à quelque chose d'autre. Et en fait, la musique, et là, j'étais pas le seul à le remarquer. En fait, le compositeur du film s'appelle Max Richter, voilà, qui compose les musiques du film. Et ben, c'est la musique de fin qu'il utilise. C'est une musique qu'il a déjà utilisée et qui existe déjà depuis 15 ans. Et c'est la musique triste que t'as entendue 50 fois. Et je me dis, mais j'étais sûr d'avoir déjà entendu cette musique. Et je l'ai entendue dans des podcasts et dans des trucs que, en fait, oui, cette musique, c'est bien une musique qui était déjà préexistante et qui a été utilisée, mais 50 milliards de fois, quoi, dans des trailers, dans des vidéos tristes, entre guillemets. Et je dis, mais c'est quand même un peu un aveu d'échec d'utiliser cette musique-là, un peu au forceps et tout. Je me dis, mais pourquoi vous faites ça? Alors que le mec a apparemment composé toutes les musiques du film, fait des compositions originales, tu vois, à la fin. Et à la fin, tu sors cette musique un peu, qui est surutilisée et tout dans plein de médias, parce que j'ai dit dans plein de films, mais non, en fait, c'est dans plein de médias que j'ai entendu sur YouTube ou quoi, un peu partout, quoi. Et je dis là, le film en a fait beaucoup trop, là, pour moi. Non, mais je savais pas, tu m'as appris un truc, j'étais pas au courant. Moi, j'ai pas du tout tilté. Je t'enverrai la musique et je pense que tu vas, non, mais tu vas l'écouter, tu vas dire, oui, je vois très bien de quelle musique tu parles. Okay. Tu es sûrement, en fond dans des musiques YouTube ou des trucs tristes. C'est sûr que tu l'as déjà entendu, quoi. Enfin bref, voilà, moi j'ai trouvé que le film en faisait un peu trop pathos, on faisait un peu trop, quoi, pour le coup. Après, ils sont obligés de faire la pièce de théâtre à la fin, voilà, parce que c'est Hamlet. Et qu'en plus, de ce que j'ai compris, c'est les vrais décors qu'ils ont. Enfin, je sais pas s'ils ont été filmés. Parce que j'ai vu quelqu'un dire, ouais, j'ai visité les décors en Angleterre et c'est les vrais dans le film et tout. Donc ça m'a fait quelque chose de les voir dans le film et tout. Donc je sais pas, ça doit être des vrais. Ouais, ça doit être des vrais trucs, quoi. Ça doit vraiment exister, ces décors-là. D'accord, ok. Bah, sûrement, après, peut-être c'était là où il se passait dans ces représentations. Je n'ai pas les infos. Genre toute la cour et tout, là, dans le château, là, je crois que ça existe vraiment. Voilà. D'ailleurs, la reconstitution, plutôt pas mal, même si, bon, c'est dans la campagne, hein. Je veux dire, c'est décentré, le film est décentré dans des campagnes, tu vois, à part à la fin, évidemment, où il y a la représentation et tout. Le film est pas dans un truc de reconstitution, on va te reconstituer des villes et des trucs comme ça, c'est dans un coin un peu paumé, etc., ou de films un peu en costume d'époque, etc., qui est pas trop mal fait, hein, pour le coup, qui est plutôt pas mal fait, voilà. Dans l'immersion, ça marche plutôt bien, quoi. Bon, Ista, moi personnellement, je trouve que le film est un peu surcoté. C'est-à-dire que là, j'ai vu quand même, il y a quand même un engouement sur le film en ce moment, là-bas, depuis qu'il est sorti en France, en tout cas, qui est assez grand, hein, voilà, il touche pas mal de monde, j'ai vu pas mal de reviews, il a même sur les critiques presse, etc., c'est assez dithyrambique pour le coup. Je sais pas, moi, en tout cas, j'aurais aimé être aussi touché que tous les gens qui ont été apparemment touchés par ce film, voilà, pour le coup, mais bon, en ce début d'année, c'est moi qui n'ai pas de cœur. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a plutôt touché et ouais, non, moi, ça a plutôt fonctionné. Et ouais, non, mais je voulais aussi rajouter que j'aime bien la dynamique entre Agnès et son frère. Voilà, je trouve qu'ils ont un truc un peu sympa. Voilà, je sais pas qui est l'acteur du frère d'ailleurs. Joe Alwyn, je crois. Ok, d'accord. Bah, Joe Alwyn. Et il y a un personnage aussi que j'ai bien aimé, qu'on n'a pas parlé, qui est la mère de William Shakespeare, qui à la base déteste Agnès et en mode c'est une sorcière et tout, tu me maries pas avec elle. Et puis après, qui l'aide vachement, qui l'aide à accoucher, qui voilà. En fait, elle fait un face turn, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça cool. Ouais, mais des termes de catch. Ouais, c'est Emily Watson qui était dans Dune Prophétie, voilà, qui était le personnage principal. Ah bah oui. Et oui, c'est vrai. Je me dis que je l'avais déjà vu. Ouais, c'était pas ouf. Bah oui, bon, on va pas reparler de cette série.
série, voilà, qui nous a laissé des cauchemars. Après, ouais, je sais pas, parce que le frère de... Ouais, moi je trouve que c'est des persos, je sais pas, ils ont pas tant de corps que ça non plus, tu vois. C'est pas comme si c'était hyper développé ou quoi, mais bon, après c'est des persos secondaires, tu vois, on me dira quand même. Oui, c'est des persos secondaires, ouais, clairement. Et voilà, est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur le film ? Non, pas spécialement. Enfin, je voulais juste dire aussi que quand t'as dit ouais, je comprends pas, les gens ils adorent, en France ils adorent et tout. Non, j'ai pas dit je comprends pas. Hein. Non, mais en France les gens ils adorent pleurer, ils adorent les films tristes et voilà, moi je comprends que les Français adorent. Après, il y a pas qu'en France. Partout en France on est merde. Je sais pas pourquoi t'as dit ça. Mais partout dans le monde, non, même aux États-Unis, je pense non. Bon bah ok, je sais pas. Il faudra faire une étude sociologique sur qui aime le plus les films tristes. J'en sais rien. Bon voilà, est-ce que vous êtes plus team vous avez pleuré ou team vous trouvez que c'est trop pathos ? Voilà, est-ce que vous êtes team cœur ou est-ce que vous êtes team rationnel ? c'est ça la vraie question. Mais en tout cas, on suivra aux Oscars si elle remporte des prix. Bon, je pense que Jessie Buckley va remporter le prix, mais bon, je sais pas si Hamnet aura tant de prix que ça. Bon, on verra. On fera nos pronostics de toute façon. Moi, je suis pas sûr non plus. Je suis pas sûr de non plus. Ista, on va finir là-dessus. On espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, voilà, le petit like selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup pour le référencement, pour le podcast. À nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Voilà, vous les connaissez. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et Ista, on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine. Oui, à bientôt. Ciao.